SOS Méditerranée, c'est une ONG qui a été créée en 2015. En fait, si on fait un petit historique de ce qui s'est passé en Méditerranée, en 2013, il y a eu du côté de Lampedusa un gros naufrage qui a été très médiatisé, qui a fait 360 morts, quelque chose comme ça. La semaine d'après, il y en a eu un autre. Et donc, le gouvernement italien, à l'époque, avait décidé de réagir en mettant en place donc, une opération qui s'était appelée Mare Nostrum. Donc, cette opération, elle a duré de 2013 jusqu'à novembre 2014. Pendant toute l'opération, nos amis italiens ont demandé un petit peu aux Européens de prendre en charge une partie des migrants qui arrivaient tous en Italie. Bon, les pays d'Europe n'ont pas trop réagi positivement, donc du coup, à un moment, l'Italie a dit, ben voilà, il y en a marre, on arrête les frais. Donc ils ont arrêté Mare Nostrum, et à la place de Mare Nostrum a été mis une autre opération. Cette opération, donc, portée par l'Europe, qui s'appelle Triton, avait des ambitions beaucoup moins grandes que Mare Nostrum. Elle secourait les gens, grosso modo, dans les 30 milles au large de l'Italie, et elle ne s'occupait plus du tout des secours en Méditerranée centrale, au large de la Libye. Et c'est là où il y avait le plus de naufrages. Donc les ONG ont fait le constat de ça début 2015, et SOS Méditerranée a été créé en 2015 pour répondre à cette problématique-là. Les missions de SOS Méditerranée, elles sont vraiment très simples. C'est sauver des vies, donc sauver les gens en Méditerranée, protéger et assister, c'est-à-dire une fois qu'on a sauvé ces gens, on les monte sur le navire de SOS Méditerranée, on pourra en parler après. Et là, avec notre partenaire MSF, on veille à leur santé et on veille à les débarquer dans un port sûr en Europe, avec l'accord bien entendu des autorités européennes, puisque tout se fait en accord avec le droit. Et la troisième mission de SOS Méditerranée, c'est de témoigner de ce qui se passe en Méditerranée centrale et d'alerter à travers vous, à travers les médias, sur la situation et de demander à nos responsables politiques de prendre leurs responsabilités et d'appliquer les conventions qu'ils ont signées. Une mission type, donc on arrive effectivement sur la zone qui est les eaux internationales au nord de la Libye, sur les principales routes de migration. Là, normalement, on a plusieurs sources d'informations possibles. Ce qu'on appelle le MRCC. Le MRCC, c'est les organismes qui sont au niveau international chargés du sauvetage en mer. Donc il y en a un à Malte, il y en a un à Rome, il y en a un en Libye, il y en a en France aussi, mais bon, qui n'interviennent pas sur ces zones-là, et qui, eux, ont les informations relatives à la position des bateaux qui sont en détresse. Donc si un de ces centres de coordination fait appel à nous, enfin, ou signale qu'il y a un bateau en détresse et qu'il est à proximité de nous, bien sûr, on se porte vers eux. La deuxième source d'information possible, c'est des avions. Il y a deux avions qui sont affrétés par des ONG qui, quand ils ont l'autorisation, survolent les zones. Actuellement, ils sont tous au sol parce qu'ils ont tous été bloqués. Mais autrement, c'était une bonne source d'information aussi, puisque eux nous signalaient exactement les coordonnées des bâtiments en détresse. Il y a les bâtiments marins qui pourraient se trouver à proximité, les cargos de passage, qui peuvent aussi signaler qu'il y a des embarcations en détresse. Et enfin, il y a nos propres moyens de surveillance, c'est-à-dire que le bateau qu'on a aujourd'hui, l'Ocean Viking, est très très bien équipé pour le sauvetage en mer et il dispose d'une passerelle qui permet une surveillance à 360 degrés. Donc on a des vigies qui cherchent de partout si on trouve effectivement des navires naufragés. Donc ça, la première approche, c'est trouver le navire en détresse. La deuxième approche, ça va être de regarder plus en détail quelle est la situation, quel est le niveau de danger qu'il y a, et pour mettre en place la mesure de secours qui va le mieux. Est-ce que c'est une grosse embarcation? Est-ce que c'est une petite embarcation? Est-ce que l'embarcation est en train de couler ou est-ce qu'elle est encore à flot, etc. Ensuite, en troisième étape, on va rentrer en contact avec les gens qui sont sur les embarcations, on va leur délivrer les messages de manière à ceux qui ne paniquent pas, à ceux qui ne créent pas de surincident, on va dire, leur mettre à disposition des gilets de sauvetage ou d'autres moyens s'il y a déjà des gens qui sont en mer. Et puis après, dans un quatrième temps, on va commencer les rotations pour évacuer ces bateaux
les gens qui sont sur ces bateaux jusque sur le bateau de SOS Méditerranée. Ça peut prendre jusqu'à quelques heures, 2-3 heures, suivant la complexité du sauvetage. Ensuite, ma foi, une fois que les gens sont sur le bateau de SOS Méditerranée, ils vont être confiés aux partenaires MSF pour un premier checking médical. Et ensuite, ils vont être répartis dans 3 zones sur le bâtiment. Une zone pour les hommes, une zone pour les femmes et les enfants, et puis la zone médicale de MSF pour les gens qui nécessitent des soins. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait aussi? Bien entendu, le bateau qui a servi aux naufragés est détruit. Généralement, c'est des canots pneumatiques, donc on les rend inutilisables et on marque dessus que les naufragés ont été pris en charge tel jour à telle heure, de manière à ce que si quelqu'un trouve le bateau, il sache bien que le naufragé a été traité. Et puis, ma foi, une fois que les gens sont à bord, immédiatement, on demande au fameux MRCC, donc les centres de coordination des secours en mer, un port sûr pour débarquer les personnes. Donc, ce qu'on appelle un port sûr, au sens des conventions maritimes internationales, c'est un port dans lequel on peut débarquer les gens sans qu'ils aient à craindre pour leur vie, pour des traitements inhumains ou dégradants, et sans qu'ils soient opposés à ce débarquement. Ça, c'est ce que prévoient les conventions internationales. Donc, aujourd'hui, par exemple, la Libye va demander de redébarquer les gens chez eux. Pour nous, ce n'est pas possible, dans le sens où déjà les gens ont fui la Libye, donc c'est grosso modo pas qui veut dire retourner, et puis en plus où le secrétaire général des Nations Unies a rappelé en avril dernier que pour lui, il ne considérait pas comme la Libye comme étant un État sûr, et que par conséquence, on ne devait jamais redébarquer des gens en Libye. Donc pour nous, c'est simple, quand on nous dit qu'il faut débarquer en Libye, on dit écoutez, dans les circonstances actuelles, c'est non, merci de nous proposer une autre destination. Donc, généralement, les destinations, effectivement, c'est Malte ou l'Italie. Et ces pays, on peut le comprendre, reçoivent beaucoup de réfugiés et ont beaucoup de mal derrière à répartir ces réfugiés à l'intérieur des autres pays de l'Europe. Donc, suite à ces difficultés, ils sont un petit peu réticents et ça met un petit moment qui peut durer, ma foi, des fois 10 jours, avant qu'on ait une décision qui permet de débarquer les gens dans un port. En fait, à chaque fois, au coup par coup, il y a des discussions entre les pays d'Europe pour savoir, il y a 50 migrants à prendre, qui en prend 10, qui en prend 5, qui en prend 8, etc. Et une fois qu'ils ont leur accord, ils nous donnent le port. Donc aujourd'hui, on perd énormément de temps, parce qu'en fait, on va mettre 2 jours pour sauver des gens, mais on va mettre 10 jours pour les débarquer. Et par définition, c'est une organisation non gouvernementale, donc elle est indépendante. En plus, SOS Méditerranée intervient dans des zones maritimes internationales, donc dans lesquelles les États n'ont pas vraiment de droit particulier, ils ont juste les devoirs d'assistance maritime. Donc le statut est plutôt favorable. Après, la force, je pense, de SOS Méditerranée, c'est que l'on respecte à la lettre le droit maritime. On ne va pas forcer des ports, on ne va pas prendre des mesures qui ne sont pas autorisées. Chaque fois, on se coordonne avec les centres de secours. Donc, en fait, on remet les pays d'Europe à chaque fois en face des responsabilités qu'ils ont suite aux conventions qu'ils ont signées. Il y en a 3 qui sont vraiment les principaux. C'est la Convention SOLAS, c'est la Convention de Londres et c'est la Convention SAR. Donc, la Convention SAR de 79, la Convention UNCLOS de 82 et la Convention de Londres de 89, elle précise que le capitaine qui est en mesure de le faire doit aller au secours des navires en détresse, pour une convention. L'autre convention nous dit que tout capitaine est tenu, autant qu'il peut le faire sans mettre en danger son équipage et ses passagers, d'aller porter assistance, que les États partis aux conventions, dont tous les États européens, doivent prendre les mesures nécessaires pour faire observer cette obligation de secours. Enfin, qu'une assistance doit être fournie à toute personne en détresse en mer, sans tenir compte de sa nationalité, de son statut ou des circonstances qui ont pu l'amener à être en mer. La Convention SAR rajoute que les survivants secourus doivent être débarqués en lieu sûr. Il y a le navire, on verra ça en détail. Il y a SOS Méditerranée, l'organisation avec des salariés à terre.
Et puis il y a les bénévoles de SOS Méditerranée au travers de l'Europe. Navire, alors sur le navire, on va avoir 3 équipes différentes. On va avoir l'équipe qui fait fonctionner le navire, donc les marins. En fait, quand on affrète un navire, donc on a un bateau avec un capitaine et un équipage. Donc ça fait partie de l'affrètement. SOS Méditerranée paye pour ça, mais c'est pas du tout SOS Méditerranée qui gère ces gens-là. Ensuite, on a notre partenaire MSF, donc Médecins sans frontières, qui lui va mettre sur place les équipes médicales. Actuellement, c'est une équipe de 9 personnes, avec un coordinateur de projet, un médecin, 2 infirmières, une sage-femme, un logisticien, et puis tout ce qui va être aussi nécessaire aux témoignages et aux échanges, donc un médiateur culturel, un responsable des affaires humanitaires et une personne en charge de la communication sur le terrain. Et puis la dernière équipe, et pas la moindre quand même, celle de SOS Méditerranée, donc c'est l'équipe des sauveteurs. Donc là, on aura 9 sauveteurs, donc avec un coordonnateur de recherche et de sauvetage, un coordonnateur des équipes de sauvetage, un agent de communication et un agent de recherche et de preuve qui travaille aussi qui nous fournira aussi des éléments nécessaires au plaidoyer et puis qui permettra aussi de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé dans le sauvetage. Méditerranée est plutôt financée par le grand public, 90% des dons viennent des particuliers. Les antennes de SOS Méditerranée en France, mais aussi dans les autres pays, servent à sensibiliser les gens, à créer des événements dans lesquels les gens vont pouvoir aussi participer, donner de l'argent, etc. Et puis il y a énormément de petits donateurs qui donnent des sommes régulières qui nous permettent donc d'atteindre les 14 000 € par jour nécessaires au fonctionnement du bateau. L'Aquarius, l'histoire est un peu compliquée. L'Aquarius a perdu 2 fois son pavillon. En fait, donc, un bateau, pour naviguer, a besoin d'un pavillon. On va dire c'est grosso modo la plaque d'immatriculation du bateau. Et tous les pays au monde sont capables de délivrer des pavillons, je pense. Par contre, certains pays peuvent être éventuellement sensibles à des pressions et au bout d'un moment dire qu'ils retirent le pavillon parce qu'ils ont reçu quelques pressions. Donc ça, c'est arrivé à l'Aquarius, malheureusement. Il est arrivé aussi autre chose à l'Aquarius, c'est qu'il a fait l'objet d'une demande de saisie de la part du gouvernement italien de l'époque. Donc cette saisie était pas directement dirigé contre SOS Méditerranée, mais plutôt contre notre partenaire à bord, donc Médecins sans frontières, qui était accusé d'avoir maltraité les déchets médicaux. Cette demande de saisie, elle nous empêchait totalement d'accéder à l'Italie, à tous les ports italiens. Et si jamais elle avait été suivie dans les autres pays européens, ça n'a pas été le cas, mais si jamais elle avait été suivie dans les autres pays européens, elle nous aurait conduit à payer un bateau qui était saisi par les autorités, donc c'était plus possible, quoi. Okay. Donc on a été obligé de se séparer de l'Aquarius après donc ces diverses démêlés. On a essayé de voir si juridiquement on pouvait faire quelque chose, etc. Bon, comme c'était compliqué, au bout d'un moment on a dit, ben voilà, on rend l'Aquarius à son armateur et on va armer un autre bateau avec un pavillon qui nous semble plus sûr et un armateur qui nous semble moins, comment dirais-je, sensible aux pressions. Donc c'est ce qu'on a fait avec l'Ocean Viking et un armateur norvégien. Ce qu'on peut faire en France, soutenir financièrement SOS Méditerranée, bien sûr, c'est un geste qui comptera beaucoup. Et puis faire savoir autour de soi, partager autour de soi, essayer d'arrêter cette phobie sur l'immigration qui n'a strictement pas lieu d'être. Si on regarde les chiffres, il y a de moins en moins de migrants qui traversent la Méditerranée, malheureusement, avec malheureusement de plus en plus de victimes, quoi. Donc il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à ça, ils aident financièrement, ils aident en parlant autour d'eux. Politiquement, il faut appeler aussi les gens qui se présentent à des élections en leur demandant, mais voilà, quelle sera votre position ? Nous, on aimerait bien comprendre. Et je pense que c'est quelque chose qui peut jouer. Garder le courage, il faut toujours y croire. Et puis, ma foi, les gens qui sont en mer n'ont pas vraiment eu d'autre solution à leurs yeux que d'arriver là.
quand on analyse les parcours de ces personnes, quand on discute avec elles, puis il y a encore quelques semaines, on avait sur une radio lyonnaise avec nous un ancien migrant qui nous expliquait son parcours. On a des jeunes qui ont traversé l'Afrique, une partie du Moyen-Orient pour certains, pendant des parcours qui ont duré 2 ans et demi, 3 ans avant d'arriver en France. Quelqu'un qui est capable de traverser un continent pendant 3 ans, il est totalement intégrable dans un pays.